Eh bien, bonsoir à tous. Une jungle, des migrants, Isabelle Dobaldia, une artiste entre drame écologique et humain. Bienvenue donc à cette nouvelle édition de L'Œil pense, consacrée à l'artiste Isabelle Dobaldia, dans le cadre de l'exposition inaugurée cette semaine à la Maison de l'Amérique latine, Et nous voici déchirés, y aquí estamos hecho pedazos. Cette rencontre a été programmée et imaginée alors que le sujet des migrations traverse notre espace public, nous touche de façon planétaire, pose des questions éthiques, philosophiques. Que peut l'art face à ces drames ? Quel autre regard peut-il apporter face à nos inquiétudes, hésitations et perplexités ? De cela et d'autres choses, il sera question ce soir. Faut-il le rappeler, L'Œil pense est co-organisé avec Grecia Caceres, directrice du département Amérique latine de l'IESA et complice assidue de ce programme. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons donc ce soir Isabelle Dobaldia et les invités réunis autour d'elle. J'y reviendrai. Isabelle est une artiste franco-panaméenne formée aux Amériques et en Europe. Elle a développé une pratique artistique à multiples facettes et alliant peinture, sculpture, vidéo et surtout le travail du verre qu'elle sculpte et modèle avec un talent incomparable. Parmi de nombreuses expositions qui ont jalonné sa carrière internationale, celle de sa participation à la dernière Biennale de Venise en 2024 comme représentante du Panama a été l'une de ses plus éblouissantes. Dans Et nous voici déchirés, Isabelle présente une installation immersive en lien direct avec la tragédie des migrants de toute nationalité qui sont passés par la région du Darién, région à cheval entre la Colombie et le Panama, mettant leur vie en danger pour rejoindre les États-Unis. Cette migration a commencé en 2015, a atteint un pic en 2023 et s'est tarie depuis, eu égard aux politiques répressives d'immigration établies par Donald Trump. Autour d'elle, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Nadège Laneri d'Agen, curatrice de l'exposition, Monica Kupfer et Sandrine Pia-Casto. Nadège Laneri d'Agen est historienne de l'art et écrivaine, professeure émérite à l'École nationale supérieure, commissaire curatrice d'exposition, auteure de plusieurs livres dont le très remarqué L'étoile brisée en 2021 et le dernier en date, Caché, montrer une histoire des œuvres invisibles en Occident. Elle connaît bien le travail d'Isabelle qu'elle a suivi et a vu évoluer au cours des années, toutes ces dernières années. Depuis très très longtemps. Monica Kupfer, historienne de l'art et curatrice panaméenne. Elle est une grande connaisseuse de la scène artistique du Panama et d'Amérique centrale. Et l'Amérique centrale, ce trait d'union, comme vous savez, à l'histoire mouvementée et à la jonction de plusieurs Amériques. Et elle a joué un rôle culturel clé en fondant la Biennale de Panama en 1992, très importante en Amérique latine pendant une quinzaine d'années. Elle a aussi fondé une institution qui s'appelle Arte y Cultura, qu'elle anime toujours et qui aussi fait la promotion d'art contemporain panaméen, mais peut-être pas uniquement. Enfin, Sandrine Pia-Casto, présidente actuellement de l'Alliance française au Panama, qui a été aussi attachée culturelle de l'ambassade il y a longtemps, qui est au Panama depuis 20 ans et qui connaît parfaitement bien la région du Darién. Elle s'occupe aussi d'une agence de voyage. Elle est press fixer, comme on dit en bon français. Donc, des remerciements très chaleureux de notre part à vous toutes. Et pour terminer, je reprendrai les propos de Monica dans le catalogue de l'exposition. Isabelle Dobaldia transforme l'urgence historique en forme esthétique tout en restant engagée dans la complexité formelle et la réflexion critique. Et c'est vraiment ça ce qu'on voit dans l'exposition. Et comme vous l'avez compris et comme le rappelle Nadège Laneri d'Agen, Isabelle mène un travail engagé, attentif aux vicissitudes politiques du Panama et aux désastres du monde. Je passe la parole maintenant à Nadège, que je remercie vraiment infiniment parce qu'elle s'est vraiment engagée. Je ne sais pas comment on pourrait ne pas s'engager quand il y a la combinaison d'une institution aussi belle dans un lieu aussi formidable que la Maison d'Amérique latine, de sa directrice culturelle, Anne Husson, qui a, je ne sais pas si elle a curaté le projet, mais elle l'a care. Elle a vraiment soigné les personnes qui s'en occupaient. Et puis la combinaison surtout de l'artiste Isabelle Dobaldia, dont c'est la première exposition, non pas en Europe, mais dont c'est la première exposition personnelle en France. Et j'espère, je suis certaine, que ce ne sera pas la dernière. Alors je connais le travail d'Isabelle Dobaldia pour des raisons diverses depuis très longtemps, mais je dirais que j'en avais certainement, et à l'inverse de Monica Kupfer, une vision très partielle. C'est-à-dire que je connaissais, et je crois que je n'étais pas la seule dans cette salle, je connaissais les admirables pièces en verre, parfois de fort grande taille, qui reprennent des mythologies, des figures mythologiques, des figures animalières ou des bustes, et que j'ai vues
à plusieurs reprises dans sa galerie qu'il a suivie pendant des années à New York, Marianne Martin. Et j'ai vu, je savais qu'il y avait une part de son travail autre. Isabelle est la fille, la belle-fille, la fille d'un très grand peintre dont nous avons eu la chance de voir une exposition pour les aînés d'entre nous en tout cas, Guillermo Trujillo, ici même, et qui, je crois, l'a initié à la fois à la peinture et à l'art en 3 dimensions, c'est-à-dire à la sculpture. Isabelle a choisi de travailler le verre plutôt que la céramique, comme l'a fait Guillermo Trujillo. Et je connaissais donc aussi un peu sa peinture et beaucoup ses dessins. Des dessins d'une immense liberté dont on a un exemple dans la vitrine en bas. Tout récent, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle un Leporello, un livre dépliable sur les mythes et l'anthropologie des mythes de l'Amazonie et que je trouve tout à fait remarquable. Ce que je savais moins et dont Monica parlera et que j'ai découvert à la Biennale, que j'ai largement découvert véritablement à la Biennale de Venise il y a maintenant 1 an et demi, c'est la part fortement engagée. Je le savais, on en a parlé, mais je connaissais moins ses travaux. Et ce que j'ai découvert aussi, mais peut-être Isabelle aussi, c'est qu'elle, sa pratique évoluait, presque à sa surprise elle-même, on verra, vers non pas de nouveaux médiums, mais des médiums plus englobants, c'est-à-dire une installation reprenant la peinture, la sculpture, mais aussi le son et de plus en plus la vidéo, une étrange vidéo entre films d'animation et images importées. Alors c'est cela dont on va parler, cette combinaison, l'évolution de l'œuvre d'une artiste. Je pense que tous vous avez eu le temps de voir ces admirables, non pas pastels, ce sont des grandes peintures en technique mixte qui se trouve en bas, dans le couloir, surtout dans la grande salle et puis devant la porte d'entrée. Ces peintures extrêmement agitées, on pourrait dire baroques, d'une certaine manière, si on prenait une catégorie européenne qui n'a pas forcément lieu d'être ici. Et puis devant cette forêt d'êtres qui peuplent malgré eux, en dépit d'eux-mêmes, et qui cherchent leur voie à travers cette jungle, et dont il m'émeut beaucoup qu'ils aient peut-être, à la différence de la Biennale de Venise, des figures très belles aussi de la Biennale de Venise, des attitudes, des expressions, des émotions, des visages, souvent démunis, et parfois une... Alors j'aimerais, on s'est répartis comme cela, en 2 groupes, pour des raisons simplement de visibilité des images, mais en 2 groupes quand même un tout petit peu pensés. Et j'aimerais que Sandrine et Isabelle parlent de ce qui est l'occasion de cette exposition, c'est-à-dire du Darien et de ce qui s'y passe. Donc oui, la forêt du Darien est entre le Panama et la Colombie. Et c'est un endroit qu'on connaît malheureusement pour des thèmes de migration récemment sur les 10 dernières années. On appelle ça le tapón del Darien, le bouchon du Darien. C'est un endroit à peu près impénétrable, sauf pour tous ces migrants qui y passent depuis un peu plus de 10 ans. Comme ça a été évoqué en introduction, il y a quelques années, il y avait très peu de migrants, mais on a atteint un pic en 2023 avec un peu plus d'1 demi-million de personnes qui sont passées par ces terres qui sont assez inhospitalières pour des personnes qui ne sont pas préparées. Et donc, voilà, là on voit... il y a eu des moments où on avait entre 600 et 1000 personnes qui déboulaient de la forêt dans des endroits, dans des villages d'autochtones. En fait, ils partent depuis la Colombie, mais jusqu'à Necoclí, qu'on voyait juste avant, avec tout ça est géré par des cartels, par des clans mafieux. Ils sont accompagnés par des coyotes, des accompagnateurs, jusqu'à la frontière en Colombie. Et après, ils sont laissés à eux-mêmes. Les premières années, il n'y avait pas vraiment de chemin établi, même s'ils mettaient des marques. Et ils pouvaient mettre jusqu'à 15 jours pour arriver aux premiers endroits peuplés. Et bien sûr, il y avait des drames. Ils traversent beaucoup de rivières. C'est des terrains, c'est de la forêt tropicale humide avec beaucoup de boue. Donc ça a généré énormément de drames. Sur le côté panaméen, c'est relativement bien organisé, entre guillemets, quand ils arrivent. Ils sont épuisés en général pour ceux qui arrivent, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui décèdent en route et qui se font aussi... il y a énormément d'attaques.
Et donc, ils arrivent dans des camps et ils sont pris en charge par la police des frontières, l'État panaméen, mais surtout par les organismes internationaux. Donc, il y a l'Office international de migration, l'OIM, la Croix-Rouge, pour ne citer qu'eux, qui s'occupent de toutes ces personnes. Ce qui est très choquant, c'est qu'on a à peu près une proportion de 50% d'hommes, 30% de femmes et 20% d'enfants et d'adolescents qui traversent cette forêt dans des conditions assez terribles. En dehors du drame de la traite humaine, il y a tout le volet environnemental aussi. Ces personnes partent en général équipées avec des tentes, des sacs à dos, qui délaissent petit à petit parce qu'ils sont plus capables, ils n'ont plus la force de transporter tout ce matériel. Donc on voit là sur certaines photos et vidéos qu'a pris Isabelle, toute cette partie du désastre écologique aussi. Que rajouter d'autre? Après, il y a une autre facette, effectivement, c'est la partie nature. Moi, je suis tombée amoureuse du Darien dès que j'ai eu l'autorisation d'y aller, parce que quand j'étais en ambassade, je n'avais pas le droit. Donc, comme tout ce qui est interdit, dès que j'ai rendu mon passeport, je pense que 2 semaines après, j'y étais pour voir ce que c'était. Et j'avais une image un petit peu, pour ceux qui connaissent quelqu'un qui fréquente un petit peu cette maison, qui s'appelle Jean-Marie Gustave Leclésio. Il y a effectué sa coopération dans les années 70, et donc dans certains de ses livres, il parle du Darien. Il a dédié son prix Nobel de littérature à une conteuse Imbéra qui s'appelle Elvira. Et j'avais une image très idyllique de ce territoire, que j'ai toujours, parce qu'on a été dans des endroits magnifiques qui ne sont pas touchés ni par le narcotrafic, ni par la migration. Mais depuis une dizaine d'années, effectivement, avec ma connaissance du terrain, j'ai été ce qu'on dit fixeur. Et j'ai accompagné beaucoup de journalistes faire des reportages. De là, l'accompagnement à Isabelle pour connaître d'autres facettes de cette belle région. Oui, moi, je vais dire un petit peu comment j'ai commencé ce projet. Ça fait depuis plusieurs années que je pense à ce thème et que je suis préoccupé et écoute les nouvelles. Et depuis l'année 2022, en fait. Et en 2023, je suis très amie avec Mariana Pereira, qu'on m'avait invité à participer à un concours. Et je voulais faire cette proposition de ce projet sur Darien et sur les migrants. À cette époque, c'était vraiment le goût. J'avais une maquette et j'avais des photos, j'avais tout. Et Mariana est venue à prendre un café chez moi et elle a vu ça. Elle m'a dit, bon, si le concours ne fonctionne pas, tu devrais le présenter en France. Et elle m'a présenté Anne Husson, elle est ici la directrice culturelle de la maison. Et Anne a été intéressée par le projet. Ça a coïncidé après avec la Biennale de Venise, que Anne-Elisabeth Gonzalez, qui est ici, et Monica Coufer étaient en train d'organiser. C'était sur ce thème. Alors en novembre de 2023, je suis allée à Darien. Je ne connaissais pas Darien parce que Darien, pour nous, c'était vraiment no man's land. Avant tous les migrants, c'était la jungle où on ne pouvait pas traverser, on ne pouvait pas arriver, mais c'était surtout comme c'était à la bordure avec Colombie. Il y avait le narcotrafic et il y avait le kidnappé. Alors je ne connaissais pas. Je savais que c'était très beau. Alors j'étais intéressée, surtout cette année. Comme j'avais déjà vu, je ne suis pas reporteuse, c'est pas je ne prétendais pas être documentariste. Je voulais surtout voir la nature et sentir la nature. Je suis allé écouter les gens parler du thème. Et alors, pour la Biennale, j'ai fait beaucoup des dessins de la forêt. Et c'était une installation très immersive. En 6 mois, tout a changé dans la situation des millions de personnes qui sont parties en année 2023. 2024, ça continue un peu. Mais on a changé de gouvernement à Panama. Et le nouveau président de Panama a dit, je vais arrêter les migrants, je vais boucher la frontière. À cette époque, on se moquait, comment est-ce que tu peux boucher une 160 km de forêt, de jungle. Mais ça a coïncidé après, 3 mois après, je crois, plus ou moins, Trump est arrivé. Et c'est fermé tout à fait les villages où ils arrivaient après descendre. Je crois qu'on a montré un peu Barro Chiquito. Je savais que Sandrine, j'ai su que Sandrine, accompagnée, était, comme dit Anne, presse fixeur et qu'elle pouvait vraiment montrer un peu plus parce que là, je voulais pour cette exposition, faire un peu, surtout le monde entier a changé, je voulais faire quelque chose de différent que la Biennale de Venise. En fait, j'avais vu en 2023 la quantité de gens qu'il y avait dans le camp et Bahia Blanca, c'était impressionnant. Et là, on est arrivé, on est rentré et il n'y avait absolument personne. Je ne veux pas seulement parler de Darien et de fait des migrants. Les migrants, il y en a partout dans le monde. Le monde est en train de devenir
très chaotique. Le thème de l'installation est un peu sur ça. Oui, on est très frappé sur cette photo que tu as prise d'Ariane. Ce n'est pas une route, c'est une jungle. Et je crois qu'à l'origine, enfin, avant de travailler sur le Darien, tu es tombée amoureuse de la jungle. Tu as fait des travaux dans le canal, sur une île qui est aussi une réserve végétale et animalière. Tu es passée, tu combines dans ce projet écologie et souci politico-social. Je crois que c'est vraiment important ici, parce que pour nous, les migrants en Europe, ça passe par la mer, et par la Méditerranée, par la Manche. Et il y a des articles sur le Darien. Je crois que ça ne prend pas, on ne comprend pas qu'il peut y avoir. Et une chose qui m'a frappée énormément la première fois que j'ai vu ton film, c'est cette page sur laquelle tu fais quasiment un arrêt avec les personnes qui sont enregistrées, ce qui fait un peu froid dans le dos aussi, et qui viennent du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a tout un courant de migration qui passe par la mer, puis par la jungle. Et puis ensuite, on ne sait pas très bien ce que ces gens deviennent. Effectivement, on est souvent surpris. Il y a beaucoup de Vénézuéliens, de Colombiens, d'Équatoriens, d'Haïtiens ou de Cubains selon les moments de la crise. Mais il y a énormément de gens qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Quand on voit les listes, on est assez saisi. En fait, il y a 2 pays qui sont le Brésil et l'Équateur qui ne demandent pas de visa particulier. On peut rentrer comme touriste. Donc en fait, ils rentrent par ces pays et ils remontent jusqu'au bouchon du Darien. Et après, toute l'Amérique centrale. Au Mexique, c'est pas une partie de plaisir non plus. Puisque on parle de politique, on parle de migration, on parle d'engagement, peut-être on pourrait demander à Monica, qui connaît Isabelle et qui suit son travail, qui écrit sur son travail depuis bien longtemps, de faire comme elle l'a fait aussi. Mais un très grand merci, c'était indispensable dans le catalogue, un petit peu un rappel du travail d'Isabelle. Mi función en esta exposición y en este proyecto para la Maison de l'Amérique latine, bajo la orientación de Nadège, fue la idea de darles al público, a través del catálogo y de esta conversación, un poco del trasfondo en la obra de Isabelle. Mon rôle dans ce projet d'exposition et sous l'orientation de Nadège était de donner au public un contexte de l'histoire d'Isabel de Obaldía dans l'art panaméen. Hay una impresión ahora que produjo algo tan dramático como la instalación en la Bienal de Venecia y la maravillosa obra que está abajo, que Isabel tomó un paso enorme hacia otro tipo de obra. Y eso es verdad, pero también es verdad que es una consecuencia directa del trabajo que viene produciendo hace muchos años. Le public a l'impression qu'il y a eu un pas vraiment fait vers un autre type de représentation et de technique artistique. Ceci est réel, mais il y a aussi une continuité dans l'œuvre d'Isabel. En los años 80, sobre todo al final de los años 80, cuando Panamá estaba pasando por una crisis política debido a la dictadura militar que llevaba 20 años. À la fin des années 1980, Panama était en train de passer par une crise politique due à une dictature qui était en place depuis une vingtaine d'années. Y empezó a crear dibujos muy atrevidos, valientes, incluso, como el que ven aquí en la pantalla. Et Isabelle a commencé à faire des dessins très osés, comme celui que vous voyez à l'écran. Este dibujo se llama Body Bags y es una referencia a las bolsas de plástico donde metían los cuerpos, tiraban los militares de los helicópteros al mar. Cette œuvre s'appelle Body Bags et elle fait référence aux sacs dans lesquels étaient mis les corps de personnes mortes qui étaient jetées depuis les hélicoptères à la mer. En esta, también un dibujo, digo dibujo porque es sobre papel, porque la frontera entre dibujo y pintura y técnica mixta en Isabel es muy fluida. Celle-ci est un dessin, enfin je dis dessin, même si en fait c'est une technique mixte, parce que la frontière entre dessin, peinture est vraiment très fluide dans l'œuvre d'Isabel. En este caso, la obra se llama El logo de los huevos grandes. Cette œuvre s'appelle Le fou des grands œufs, avec un double sens. Il y a un peu d'humour aussi dans tout ces moments qui étaient vraiment tragiques pour nous. J'avais un ami qui nous a dit moi je vais, parce qu'on ne savait pas comment sortir de Noriega, tout le monde voulait pas, de Général Noriega, qui est le petit symbole de l'ananas, c'est que le Général Noriega avait le visage très très abîmé. Alors on l'appelait le tête d'ananas. Et alors il a commencé à faire des petits emblèmes comme ça partout. Et alors cet ami a dit moi je vais prendre un revolver, je vais aller devant lui, je vais le tuer. Une fois que je l'aurai tué, on va me faire une grande statue en l'avenir Balboa
Et tout le monde va aller me caresser et on m'appellera comme ça, el loco de los huevos grandes. C'est le fou aux grandes couilles. Tous ces dessins que j'ai faits, c'était vraiment après une période très mauvaise. On allait tous dans la rue, on faisait des émeutes. Ma vie était vraiment dans un danger. Je me suis dit, mes enfants étaient vraiment très petits à cette époque. J'ai une famille, je vais commencer à sortir ça d'une autre manière. Fue una época de mucha tensión para todos. Salir a la calle a protestar era un acto de valor, pero hasta de más valor fue que Isabel pusiera estas cosas sobre papel. C'était une époque très tendue pour nous au Panama. Sortir dans la rue, manifester son mécontentement, c'était un acte de courage, mais un plus grand acte de courage, c'était celui de peindre ses œuvres sur papier. Vraiment, c'est un des derniers avant que j'ai commencé à faire les peintures, et c'était dans un chaos total, plus ou moins. Tout le monde était en train de se tuer, s'entretuer, la corruption, le témoignage de cette personne, qu'est-ce qu'il va faire à la fin. C'était assez... Alors, la contraire à l'autre, celui-ci est un peu plus lourd. Después de crear estos dibujos, empezó a producir una serie de pinturas. Après avoir créé ces dessins, Isabel a commencé à produire une série de peintures. Los dibujos fueron presentados en Nueva York en el Drawing Center en 1988. Les dessins ont été présentés à New York au Drawing Center en 1988. Pero un año después, en noviembre de 1989, presentó una serie de pinturas en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Un an après, en novembre 1989, elle a présenté une série de peintures au Musée d'Art Contemporain de Panama. La crisis política y económica había ido en modo ascendente durante el 87, 88 y 89. La crise politique et économique a continué à croître entre 1987, 88, 89. Y mucha gente se fue del país que guarda relación directa con esta pintura que se llama El Desterrado. Beaucoup de personnes ont quitté le pays, ce qui a un fort lien avec cette peinture qui s'appelle le Déraciné. Esta tiene relación con Body Bags. En este caso es una pintura enorme de un hombre dentro de la boca de un tiburón. Cette œuvre, qui est une peinture monumentale, a un lien avec l'œuvre Body Bags qu'on a vue précédemment. Et dans ce cas, c'est la moitié d'un homme qui est dans la gueule d'un requin-marteau. Y este se llama San Damián. El título no tiene una explicación muy clara. Celle-là s'appelle San Damián. Tiene que ver con los procesos de tortura, angustia, gente que el sistema les callaba la boca o los maltrataba. Mucha gente fue arrestada sin proceso judicial. Et cette œuvre donc s'appelle San Damián, sans explication explicite en tout cas, est une œuvre qui traite sur le sujet des tortures qui ont été exercées pendant cette époque-là et toutes les détentions arbitraires qui ont été faites. Bon, donc la figure à droite de l'œuvre qui se tait elle-même, en fait, c'est une sorte d'autocensure. Es que era peligroso hablar. Que c'était dangereux de parler. Bien. Ça me fait penser à l'allégorie des trois singes. L'un qui se ferme les yeux, l'autre, pour moi, qui Saint-Damien, c'est San Damiano, c'est étrange parce que c'est un médecin. Comment soigner la société en la torturant, ça ouvre une voie un peu abyssale. Y la figura de la derecha es como un diablo, ¿no? Une sorte de diable. Lo interesante de esta serie es que Isabel la presentó un mes antes de la invasión de Estados Unidos a Panamá, que le dio fin a la dictadura. Cette œuvre a été réalisée un mois avant l'invasion. Non, c'est présenté au public, un mois. C'est présenté au public, oui. En novembre 1989, c'est ça. Un mois donc avant l'invasion des États-Unis qui a mis fin à la dictature de Noriega. Beaucoup de gens qui voyaient mes peintures dans le studio me disaient « Mais tu es folle !» Personne de ces gens vont aller au musée. Personne s'est vraiment rendu compte de ce que j'étais en train de faire à cette époque. Esta pieza, mire, ¿no? Es una pieza de vidrio, muestra es una escultura de vidrio y muestra una transición muy importante. Cette œuvre réalisée en verre, sculpture en verre, montre une transition très importante. Elle s'appelle Tigre. Porque Isabel había empezado, después del 89, Panamá cambió mucho. En el 90 regresa la democracia, hay más libertad. En 1990, la démocratie revient, donc il y a beaucoup plus de liberté. Hubo un cambio significativo en el trabajo de muchos artistas. Et beaucoup d'artistes ont changé significativement le cours de leur travail. En el caso de Isabel, había empezado a experimentar con el vidrio y le dedicó muchos años. Se fue a un lugar para estudiar en Estados Unidos que se llama Pilcher Glass School of Glass.
técnicas para perfeccionarse en el arte de crear esculturas de vidrio. Isabelle, pendant cette période-là, a commencé à étudier le verre. Elle s'est rendue aux États-Unis à Pilchuck Glass School, où donc elle a perfectionné cette technique. Creaba figuras de hombres, de seres humanos, como la anterior, que fue parte de una serie que llamó Guerreros, figuras de animales, como esta, que es un bastón de vidrio de ese tamaño, que hay que imaginarse, que es de vidrio fundido. Este representa a un jaguar y esta se llama la Isla de los Monos y es una combinación de naturaleza, de una superficie superior que parece agua. À ce moment-là, elle commence à faire plusieurs types de figures très représentatives de son travail. Des figures d'êtres humains avec une série qui est la série des guerriers. Des figures d'animaux comme celle que vous avez vue précédemment, donc avec ce bâton qui est très grand. Et un jaguar qui le surmonte. Donc c'est du verre coulé. Et l'autre figure qu'on va voir par la suite qui s'appelle l'île aux singes. Tiene la forma de un metate, que es una pieza arqueológica que todavía se crean, creo que los indígenas todavía hacen metates, que se usa para moler maíz. Es una forma escultórica tradicional de una pieza útil para moler maíz. Et cette œuvre a la forme d'un metate, qui est donc cette pièce qui est une pièce d'origine précolombienne, mais qui continue à s'utiliser actuellement pour la mouture du maïs. Creo que es interesante darse cuenta en todo lo que les he ido mostrando que el hombre siempre está, pero la naturaleza también. L'homme et la nature sont présents dans chacune des œuvres que je vous ai présentées. Esta es una estilización de la forma del metate. Là, la forme du metate est stylisée. Se llama Los cocodrilos sonrientes. Es hermosa, creo que muestra su amor por la naturaleza, pero también la manera en que su habilidad de manejar el vidrio había ido mejorando y mejorando a través de sus estudios. Fue muy dedicada. Cette pièce qui est magnifique montre vraiment la maîtrise qu'a eu, à laquelle est arrivée Isabelle au fil des ans. Es vidrio, pero es translúcido. También puede crear piezas de vidrio. Van a ver en las figuras abajo que hay piezas translúcidas y piezas menos, ¿no? Más opacas. Después de crearla, y le pedí que mostrara un poco su técnica, después de crearla en los moldes, la pieza sale del molde y ella sostiene la pieza pesadísima y la acerca a aparatos a través de los cuales la va lijando, rayando, formando. Il y a une technique très particulière dans l'exposition, en bas dans l'installation, vous allez pouvoir voir des œuvres qui sont translucides, des œuvres qui sont plus opaques, et il faut savoir qu'il y a un vrai travail physique derrière chacune des œuvres. Donc après, quand Isabelle sort l'œuvre des moules, il y a des appareils elle porte des pièces extrêmement lourdes et les rapproche d'appareils qui vont les gratter, qui vont les lisser, graver, les polir. El propósito de esta corta introducción es mostrar cómo a través de los años hubo esta preocupación por los temas políticos, por el ser humano, por la naturaleza y por la ecología. Esto lo podemos ver a lo largo de décadas en el trabajo de Isabel de Valdía y me parece valioso que ha llegado a un punto donde ha reunido todo esto para crear una obra donde explora aún más allá, haciendo instalaciones, incorporando video, incorporando sonido. Es como si fuera logrando una suerte de Gesamtkunstwerk, no sé qué quiere decir, ¿no? de obra que incorpora muchos sentidos, de la vista, del oído, de la sensación física de sus piezas. Donc le sens de mon propos, c'est aussi de vous faire voir à quel point Isabelle a toujours intégré des sujets aussi bien politiques, humanistes, environnementaux, écologiques. Et l'œuvre que vous avez vue ou vous allez voir dans cette exposition, c'est une œuvre qui est une sorte de synthèse de tout cela, où vraiment l'exploration va au-delà et où Isabelle en plus mêle en fait tous les autres sens, donc avec une installation, une vidéo, un travail tridimensionnel, le son, etc. Donc tous les sens sont sollicités et ça devient une sorte d'œuvre totale. Merci infiniment à Monica de cette présentation qui, je crois, était magnifique. Monica a intitulé, c'est très beau, son texte dans le catalogue « L'alchimie du témoignage, Belle de Baldia ». Alchimie, c'est-à-dire témoigner, mais tu as dit « je ne suis pas
rapporteuse, je ne suis pas reporter, je ne suis pas documentaliste. Oui, tu es alchimiste au fond. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste si ce n'est être poreux, cette porosité, cette sensibilité au monde? Ça veut dire aux politiques, mais ça veut dire aussi à la nature, ça veut dire aussi dans les métathèses admirables que tu fais, dans d'autres, à l'histoire, à la culture, au mythe de la région où tu as été élevée, même si tu es française et panaméenne. Et tu finis, Monica, tu finis ce texte. Deo Baldia transforme l'urgence historique en forme esthétique, tout en restant engagé dans la complexité formelle et la force critique. Tu as vraiment tissé là les mots qu'il faut. Force critique, tu avais dit résistance, survie, urgence historique, engagement, mais aussi forme esthétique et complexité formelle. On pourrait dire aussi une très grande acuité, Isabelle, en réalité au mouvement contemporain, que tu n'imites jamais, vis-à-vis desquels tu as toujours une distance, mais tu es toujours au courant. Pour avoir longuement fait des galeries avec toi à New York, à Paris, j'ai quelques raisons de le savoir. On pourrait peut-être parler d'expressionnisme à propos de certaines peintures. Il y a une autre chose qui me frappe en regardant, alors les body bags, franchement, ça me bouleverse. Cette incroyable continuité qui fait l'œuvre des, pardon, je vais te faire rougir, mais des vrais artistes. Au fond, et nous voici déchirés, ces corps, je crois que tu as tenu à mettre une sculpture comme cela, avec 2 bras qui sont détachés. Et tout à l'heure, maintenant presque, on va voir un dessin qui m'avait beaucoup frappé et qui, je crois, est totalement en rapport avec le corps. Voilà, ces morceaux d'humains, ils sont déjà là dans ce qui date de 1988, ça fait quand même un bail, hein. Et ben, tout est là, puis la mer est là, et puis le sable avec la nature, et puis à nouveau ici, ces corps qui se noient, ces corps qui tâchent de nager, ces corps qui sombrent, et qu'on retrouve en bas, qu'on retrouve dans El Rio, par exemple, dont on retrouve dans l'incroyable nageur jaune et bleu, perdu dans cette forme qui, en revanche, est plus neuve chez toi, parce qu'un artiste, ça bouge. Et dont je t'ai dit à plusieurs reprises que j'étais étonnée de la voir surgir avec une telle puissance. Tu as intitulé une de tes œuvres le Maelstrom, c'est-à-dire le tourbillon, les spirales, ce dans quoi on plonge et qui va l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone, il est probable que c'est aujourd'hui, ça c'est clair. Et pour quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie et pour quelqu'un qui s'intéresse au monde. J'ai envie de te faire parler de la façon dont tu peins, dont tu sculptes, dont tu fais ces choses-là. Commencer par tes dessins d'abord, si tu veux bien, par ces peintures, par ces pastels. J'ai le sentiment, avant de passer aux figures, j'ai le sentiment que le dessin est là, toujours. Et un dessin très très rapide, très libre. Comment tu fais? J'ai toujours dessiné. Mon père, Guillermo Trujillo, m'a dit depuis que j'étais très jeune que je voulais que n'importe, je ne savais pas si je voulais être photographe, architecte, designer, quand j'étais 6-17 ans. Il me disait n'importe ce que tu veux dans la voie artistique, il faut que tu dessines pour que tu puisses t'exprimer. Fais-le comme un exercice. Et je dois dire que j'ai suivi son conseil, donc je dessine pratiquement un petit peu tous les jours. Et alors je fais des ébauches. Et bon, c'est pas des ébauches réalistes du tout. Avant, ça me gênait un peu parce que les gens me demandaient pour voir ce que je faisais. Puis c'est vraiment un gribouillage. Quand je suis dans la nature, j'aime bien être dans la nature, la sentir. Je vais faire des animations depuis longtemps. L'année 2000, j'ai commencé pour faire des animations, il faut dessiner. Alors, je dessinais beaucoup plus. Beaucoup plus qu'avant. Alors ça devient de plus en plus rapide, de plus en plus facile. Ça devient un développement de langage. Voilà, c'est des toutes petites ébauches. Sont vraiment, tu passes à la peinture. Je fais beaucoup de petites ébauches sur ces index cards parce qu'on fait facilement si j'aime pas, je la jette. En bas, j'ai fait un projet d'un livre sur les Amazonistes que Nadège était en train de parler. Et là, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais j'ai fait, comme c'était un livre, c'est la première fois que je fais une illustration et je travaille avec un groupe, il fallait que je fasse quelques dessins très bien, disons, la couverture, un petit crocodile, mais petit crocodile, si on fait avec l'encre, si on fait une petite tache, ça va mal, alors mais c'est un très bon exercice. Là, c'est pour ces grands dessins en bas.
Je commence avec les ébauches encore. Et je crois que comme je fais tellement de dessins, je me lance, disons, je ne pense pas trop. C'est différent que de faire des sculptures. Quand je fais de la sculpture en verre, il faut planifier un petit peu plus et ça prend beaucoup plus de temps. Alors pour moi, travailler le dessin, surtout maintenant que ça fait maintenant plusieurs années que je fais des dessins en grand, c'est comme une liberté, disons. Et je commence très, très spontanément à partir de ces petites ébauches et je mets les couleurs. C'est aussi une autre chose que je dois dire. C'est grâce à mon père Guillermo Trujillo qui avait un sens de la couleur impressionnant que je crois que on absorbe un peu. Et alors j'ai pas peur de la couleur. J'aime beaucoup travailler avec des pastels. Je commence avec les ébauches. Je prends les rouleaux d'acrylique et je peins avec de l'acrylique. Alors il y a des tas de taches. Après, je travaille avec des bombes aérosols. Alors, je mets un peu plus de couleurs. Et ce que je n'avais pas pensé au début, c'est que la bombe aérosol, toutes ces textures, tout ça crée une texture. Et je peux revenir avec le pastel. Et alors là, ça s'accroche. Et j'ai ici quelqu'un. Je travaille beaucoup, je fais de la publicité aux produits français. J'aime beaucoup aller chez Sennelier. Et Sennelier a des très gros pastels maintenant, comme des savons. Alors je travaille avec des pastels. Mais maintenant, je viens de découvrir une maison, la maison du pastel, qui a des couleurs superbes. Alors en bas, j'ai des petites touches de couleurs. J'aime bien à la fin. Bon, je continue. Comment je finis ? Je finis à la fin avec des touches je retourne, je reviens au grand dessin et je m'éloigne et je reviens et je mets des touches de couleur et je mets surtout, là j'utilise plutôt du pastel pour faire des touches de couleur, voilà. Alors on voit évidemment ici en accéléré, très accéléré. Oui, et je mets aussi, je peins un petit peu aussi à la fin. C'est tout à fait, je sens que le dessiner pour moi c'est très instinctif, contraire à bon, la sculpture en verre, maintenant, ça fait tellement d'années que je la fais que je connais la technique. Et on a toujours des accidents de toute façon, mais ça prend beaucoup plus de temps. Mais de fait, ça prend combien de temps ? Je fais plus ou moins les grands dessins, peut-être une semaine, 2 semaines chacun, un mois entier pour faire tout. Après ça, j'ai eu la chance de trouver un endroit où j'ai créé un endroit où j'ai pu les mettre les 4 ensemble et de travailler ensemble. Alors ça, c'est la technique des grands dessins, mais je ne crois pas qu'on puisse dire dessin. Des grandes peintures sur papier. Tu ne travailles pas sur toile ? Oui, je travaille sur toile aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps. Alors, je travaille avec de l'huile à l'huile. Alors, tu as besoin de les gens de la Renaissance diraient far presto, du fer rapide. Pourquoi le faire far presto ? Parce que c'est pour garder une forme d'énergie, de liberté, de sensibilité qui pourrait se perdre, je me trompe ? Oui, dont tu crains qu'elle se perde. Je me souviens je crois même que tu l'as écrit dans ton journal dont tu m'as parfois confié quelques fragments. Tu dis la période, je crois que tu dis critique ou dangereuse, c'est de savoir finir. Et c'est vrai qu'il faut finir, mais il faut faire vite, il ne faut pas faire trop vite. Et peut-être tu pourrais nous parler du process, de la procédure du verre que tu as employé cette fois-ci. Ça, c'est le procès pâte de verre. Toutes ces petites figures en bas sont faites avec la technique de pâte de verre. Donc je commence toujours avec un prototype, en faisant un prototype en terre, en bas, et de là maintenant je fais des cires. Ça c'est très rapide. C'est pour montrer un peu le procès. Après j'ai une petite série de photos que je vous montrer. Mais c'est là, voilà, elles sortent comme ça. Il faut les travailler après. Je fais des petits ébauches, je fais toujours des petits ébauches, les couleurs plus ou moins ce que je vais mettre. Comme ça fait beaucoup d'années que je travaille le verre et que ça me passionne, je dois dire. Je fais pas mal de techniques. En fait, c'est la première fois que je fais des figurines en verre tellement petites avec beaucoup sont complètes avec et c'est la première fois que je fais des femmes avec des seins et des cheveux. Et quelques personnes qui arrivaient dans mon studio me demandaient le changement. Pourquoi ? Et je crois que Nadège a repris ce que j'écris un petit peu, c'est que avant les autres pièces, je parle toujours c'est plus symbolique et plus abstrait. Ici, j'ai écouté tellement et j'ai vu tellement sur le thème et les gens, c'était des gens qui traversaient la jungle, c'était vraiment des personnes. Alors, il fallait que je leur donne une voix. C'est une chose qui m'est sortie sans vraiment penser. Mais je commence avec la terre. Après que j'ai fait ça, c'est très simple. Après, tu peux d'autres.
je fais, là c'est des petites ébauches, par exemple, quelle couleur je vais mettre où quand je vais la mettre dans le four. Là c'est les moules en cire. Je travaille la cire séparément. Disons là, c'est toute petite pièce. J'ai un petit torse, j'ai des bras séparés. Je les travaille avec un petit peu de chaleur pour leur donner les formes. Il y a des, je sais pas comment il faut. Comme elles sont tellement fines, chose que je n'avais pas pensé, c'est que pour que le verre coule bien dans ces petits trous, il faut mettre beaucoup de. Je crois que ça s'appelle des conduits d'évacuation. Voilà. Alors là, c'est un moule de plâtre et silice pour résister à la température quand on le met dans le four. C'est le moule complet. Hein. Là, on me demande aussi beaucoup qu'est-ce que j'utilise. Là, c'est du verre en poudre. Et alors, si on utilise seulement le verre comme ça en poudre ou en fine ou un petit peu plus granulé, ça donne cette opacité. Comme tout doit rentrer dans un trou, dans un emboudoir. Là, c'est les pièces un peu plus transparentes, c'est parce que j'ai mis des morceaux entiers de verre. Quand il est sorti du four, il faut que je casse le moule. Voilà. Et alors là, voilà, comme elles sortent. Ça va comme ça, on va jusqu'à la fin. Moi, j'aime pas tellement quand c'est super poli, alors je laisse un petit peu, mais il y en a qui sont un petit peu, si on veut plus brillant, mais tout ça prend un peu de temps. Et même petite, je dois dire que ça prend pas mal de temps. Pour ceci, c'est comme aussi pour couper le bois et tout, mais quand on le fait avec du verre, il faut toujours utiliser de l'eau, sinon ça peut chauffer. Alors c'est tous des appareils spéciaux. En anglais, on dit cold working. C'est une chose que j'aime beaucoup du verre, c'est qu'on voilà, vous voyez cette petite scie. J'aime beaucoup de travailler le verre, contraire avec le bronze, une fois qu'on a fait, parce que j'ai fait quelques pièces en bronze, c'est la même technique de cire perdue, etc. Mais après qu'on a fait, on peut mettre un peu de couleur avec la patina et tout, mais on ne peut pas la retravailler. Tandis que le verre, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas vraiment, mais vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on peut sortir, on peut la travailler, c'est que donne la qualité. Il y a transparence, il y a texture, il y a tout ça. C'est ce qui m'a vraiment passionné dans le monde du verre. C'est vrai que ça prend du temps, mais la première fois que j'ai fait, comme j'ai dit, les petites pièces, j'étais waouh, parce qu'il y a toujours des surprises qu'on trouve et c'est vraiment très, très beau. Alors évidemment, moi qui ne connais rien à l'art du verre, et j'ai entendu qu'il y avait des réactions dans le public qui, je crois, sont un peu les mêmes. Hein. On a le sentiment qu'en dehors de la technique, on a des êtres qui sont véritablement, qui rejouent ou qui jouent les peines, les douleurs de la jungle. En voyant cette photo que tu m'as envoyée assez tôt, hein, je crois que c'était vers le mois de juin, je t'ai dit, pour moi, c'est un Saint-Sébastien percé de flèches. Enfin, c'est vraiment la douleur. Bien sûr, c'est des conduits d'évacuation, c'est une chose très technique. N'empêche que cet homme qui cherche à ne pas voir ou à s'essuyer les yeux, c'est très... Tu ne peux pas présenter les pièces comme ça, mais ça raconte une histoire. Celui-ci qui est, au fond, comment ne pas l'exprimer, le percevoir comme au fond d'un coffin, d'un cercueil, en fait. C'est difficile de ne pas le voir comme ça, même si une partie de moi sait que c'est de la technique. Et ce n'est pas forcément illégitime, parce qu'après tout, tu as pris l'image. Donc si tu as saisi l'image, c'est qu'elle avait une force au-delà de la documentation technique que tu ne fais pas tout le temps en détail. Et alors évidemment, ça... ce corps qui s'extirpe, je crois que on avait choisi de publier une de cette série-là, ça semble s'extirper alors c'est du plâtre, mais ça pourrait être du marbre. Michel-Ange disait la forme est dans le marbre. Ben, au fond, là voilà, ça surgit, mais c'est difficile, hein, c'est difficile la vie. Alors une question, après avoir exprimé d'un mot l'admiration pour l'athlète qui est Isabelle, parce que depuis qu'on la connaît, que ce soit le verre et on la voit sur ces grands tableaux, ça demande une énergie, une force qu'on ne soupçonne pas au premier abord. Bon. Et donc qui est très frappante. C'est une athlète, à mon sens. Non, moi la question que je voudrais poser à Isabelle, c'est à présent que la crise des migrants du Darien va se terminer, est-ce qu'elle va trouver une source d'inspiration plus apaisée ou est-ce qu'elle a commencé déjà à créer autre chose d'un peu différent? Oui, je dois dire que comme j'ai beaucoup lu sur le Darien, je suis fasciné par le Darien. Les premiers Espagnols qui sont arrivés en terre ferme, les conquistadores, ont fait exactement le même trajet que les migrants. Ils vont de Colombie, ils traversent le golfe d'Urabá et ils arrivent à Panama. Et ils ont fait la première ville
à Darien. Et alors j'ai commencé à lire toute cette histoire, tout ça, beaucoup d'histoires. Anna-Elisabeth González, la directrice du musée du Canal, m'avait proposé l'année dernière, quand on était à Venise, que je parlais, que j'étais tellement enthousiasmée avec ces grandes toiles que j'avais voulu faire plus de peinture. Elle m'a proposé une salle au musée de la Canal avec des toiles. Mais comme c'est au musée du Canal et comme c'est un peu d'histoire, je lui ai proposé de parler un peu de cette histoire, fait des petites ébauches, c'est déjà un projet. Et là, je vais avoir... C'est un peu plus de liberté dans le sens que je crois que ça ne va pas être si déprimant. Et je voudrais parler aussi là de la nature. On est tellement habitués à voir représenter notre peuple, les indigènes, d'une manière à travers des bruits et les gravures. Bonsoir. D'abord, félicitations. J'adore le travail. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis galériste, curatrice. Et un des reproches que j'entends le plus sur mon travail, en tant que curatrice, c'est que je politise trop mes expositions, parce que pour moi, il faut avoir un contenu derrière. Et une chose que j'ai trouvée magnifique de l'exposition d'aujourd'hui, c'est qu'on a vu toute la première partie, c'était le contenu. Toute la deuxième partie, on a parlé de la technique. Et pour moi, un vrai artiste aujourd'hui, c'est fait des deux, le mélange des deux. Alors, moi, j'ai ma réponse pour quand quelqu'un me dit que je politise trop mon travail et que je donne trop d'importance au discours, j'aimerais bien entendre la vôtre. Je ne me pose pas trop la question. Je fais ce que je sens en ce moment. Par exemple, là, je viens de répondre et je vais vers ce que je suis en train de travailler. Et après ça, on verra le résultat. Il y a une chose intéressante pour moi, je crois que c'est vraiment la troisième fois que je fais une installation. J'ai commencé avec des chauves-souris. Il y a un moment où je suis encore un peu fasciné avec les chauves-souris. Et là, c'est la première fois que j'installe des pièces en verre de chauves-souris avec des sons. Il y a une réaction des publics aussi différente, ça fait ressentir. Après ça, j'ai fait la Selva à la Biennale de Venise et maintenant c'est la troisième. C'est intéressant, donc on peut pas, je ne sais pas vraiment ce qui va arriver. Dans un article récemment pour la presse panaméenne, tu disais qu'on disait, ou elle posait la question, la journaliste, que tu faisais maintenant tu donnais un genre à tes petites sculptures. Avant, c'était plus brut et plus anonyme, homme-femme, et là, tu t'es mis à différencier. Et tu peux approfondir un peu ça, expliciter un peu plus pourquoi tu as voulu différencier homme-femme et même... Parce que là, c'était vraiment comme je dis, comme j'ai écouté beaucoup de témoignages, je me suis rendu compte que c'est des gens, bon, c'est des personnes qui sont en train... Je leur dois quelque chose, je ne vais pas le faire abstrait. Aussi, quand j'ai fait les animations, c'est tellement triste d'écouter leur tragédie. Et c'est des familles, sans me rendre compte, on fait, ça s'est surgi par le besoin de ce que j'étais en train de faire. Oui, j'étais surprise. Que tu étais surprise toi-même du résultat que tu faisais surgir. Quand j'étais petite, on m'expliquait au lycée que les écrivains étaient dépassés par leurs créatures et qu'au fond, il y avait une liberté des héros et des héroïnes des romans. Mais j'ai l'impression là que, quand on a un peu correspondu sur ce sujet, elles se sont imposés à toi et puis tu as suivi leur mouvement. Non, je vais parler de Philip Goston, que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune et que je continue à aimer. On a vu une très belle exposition au musée Picasso. J'ai entendu qu'il disait, à cette époque de tous ces peintres, ils avaient des gens, des critiques qui venaient en studio. Alors il répond à une interviewiste, il dit tous les gens qui viennent dans le studio, après ça on est tout seul dans le studio et après ça il n'y a personne. C'est quelque chose qui floute et qui est en train de se faire créer tout seul. Et donc l'artiste n'existe plus. Voilà. Vous avez mentionné que Isabelle tient un journal. Et moi, en tant qu'écrivain aussi, je ne veux pas être indiscrète, mais je veux savoir un peu comme l'écrit, ce journal, peut-être comme les dessins. Quelle est l'interaction? Comment ça fonctionne? Ou si ça ne fonctionne pas, à quel moment de la création? Encore mon père, Guillermo Trujillo, quand j'étais jeune, il me disait qu'il fallait, pour être artiste, il fallait lire beaucoup. Il lisait beaucoup, beaucoup. Il fallait savoir écrire et il fallait être attentif à tout ce qui était en train d'arriver dans le monde. Il m'encourageait à écrire. Quand j'étais plus jeune, 15, 16 ans, 17 ans, j'essayais d'écrire des nouvelles, mais j'ai toujours eu l'habitude d'écrire un petit peu. C'est que j'écris pas des choses personnelles, mais j'écris ce qui est en train d'arriver. Je n'écris pas tous les jours, mais quand j'ai vraiment commencé à faire des vidéos, j'avais ces dessins et ces peintures de politique. Quand je sortais dans les manifestations et tout ça, je prenais des photos, je filmais ma vie quotidienne. Alors j'ai dit à Monica, j'aimerais bien faire un film, une petite vidéo, pour montrer aux jeunes, parce qu'à Panama, on ne parle pas de la dictature, les jeunes, ils ne savent pas qu'il y a eu la dictature, qu'il y a eu une invasion,
et que c'était important. Tout le musée, vraiment, c'était une très belle exposition parce qu'il y avait d'autres artistes et d'autres. Mais je voudrais faire une petite vidéo qui montre comment une jeune personne a vécu ça. Et là, j'ai travaillé, je ne savais pas vraiment éditer, je ne savais pas utiliser des programmes maintenant, et j'ai travaillé avec une jeune femme qui m'a donné l'idée, écoute, pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas aussi tes peintures, parce qu'elles sont déjà faites, et on parle de ça, mais il va falloir une narration. Je me suis souvenu qu'il y avait cahier ces journaux, et j'ai cherché, j'ai pioché on a trouvé des textes, donc c'est rendu compte que mon père avait raison, il faut toujours écrire un petit peu. C'est pour répondre à la dame qui est à ma droite. Enfin, c'est une phrase connue de Picasso, que vous connaissez sans doute, qui était en catalan sur un de ses tableaux. Enfin, j'avais une affiche quand j'étais ado. Donc il dit « Un tableau ne sert pas à décorer un salon, c'est une arme d'attaque et de défense. » Mais je pense que de toute façon, dans les tableaux, là c'est plus Picasso qui parle, c'est multiple, c'est de l'émotion, c'est de la beauté, c'est politique. Même les tableaux impressionnistes, quand ils nous montrent des scènes assez gaies, assez agréables, de la Manche, de gens qui... Peut-être que le peintre, il veut nous montrer le côté agréable de certains moments de la vie, mais c'est pas que esthétique, c'est peut-être très politique. La phrase de Picasso, elle est exacte. Et, Isabelle, merci beaucoup à vous tous pour cet exposé. On a beaucoup appris sur toi, sur ton œuvre, ton parcours artistique, que je ne connaissais pas. Donc merci beaucoup, Monica, d'avoir fait cette présentation. Et moi, j'aime beaucoup cette photo, et même la photo du carton d'invitation. Et je voulais que tu nous parles de ton fils, parce que tu parles beaucoup de ton père, qui est aussi une histoire, mais en fait, l'art dans la famille de Obaldia, c'est vraiment une histoire de famille. Sébastien Icassa, qui est par là. Je vais reparler de mon père. Sébastien était très très jeune, je sais pas comment ça, il commençait à faire de la photo, et tu as commencé à faire des photos pour mon père. Et il est devenu le photographe de ses tableaux. Maintenant, il prend des photos pour pas mal d'artistes, il est assez cotisé. C'est difficile aussi. On se prend des photos de tableaux, je dois dire que c'est pas facile. Prendre des photos des sculptures, il faut avoir une certaine sensibilité. Avant que Sébastien ait commencé, je travaillais avec un photographe professionnel à Panama. Mais je dois dire que Sébastien, depuis le début, même s'il a une sensibilité, et pour ces installations, je dois dire qu'il faut comprendre. Et là, celle de la Biennale, il avait déjà fait très bien. Je lui avais plus ou moins dit ce que je voulais. Mais pour celle-ci, de l'installation ici à la maison, c'est lui tout seul qui est vraiment... Nadège me l'a dit, n'est-ce pas, quand tu as vu les photos, c'était... Llevo mucho tiempo tomando las fotos de la obra de mi mamá, así que siento que la conozco muy bien. Requiere tiempo para conocerla y encontrar los mejores ángulos, la mejor combinación de iluminación. Toma paciencia, que conmigo puede contar con el tiempo que necesita para que se documente, y me encanta hacerlo, y realmente es un honor estar aquí y ser parte de esta exposición. Pour prendre des bonnes photos d'œuvres, pour moi, il faut cohabiter longtemps avec les œuvres. Ça demande du temps, et ça demande de la patience, et ça demande de l'observation, et tu peux compter sur toute cette patience et ce temps. Et c'est un honneur pour lui de faire partie de cette exposition. J'ai eu la chance de voir les deux expositions, donc celle à la Biennale de Venise et celle-ci. Je n'ai pas encore vu celle du Musée du Canal, mais je crois que c'est une installation qui fait écho à celle de la Biennale de Venise. Mais en fait, j'étais surprise de voir la lumière et quelque chose de beaucoup plus chaleureux en fait dans cette installation, parce que celle de la Biennale m'a paru très caverneuse, très sombre. Je pense même que les sons étaient différents, si je ne me trompe pas. Et voilà, je voulais savoir un peu s'il y avait un chemin quand même vers quelque chose de plus d'espoir, ou voilà, quelque chose de plus lumineux. Oui, un peu. Surtout, la Biennale, c'était une immersion. Je voulais qu'on sente vraiment quand on est dans la jungle, et penser un peu à la personne qui est les individus. Ça, c'était pas vraiment toute la masse. C'est pour ça que dans la jungle, les sons sont différents, parce je pense à le parcours d'une seule personne et du cœur qui bat, pensant à où est-ce que je vais aller. Et on est vraiment tout seul dans cette salle. Ici, bien entendu, la salle est tellement belle que je voulais utiliser l'espace comme il est. Et oui, peut-être qu'il y a plus d'espoir. Quelqu'un m'a dit que c'est bien que les dessins soient tellement beaux et grands, et qu'on voit les figures, on s'aperçoit qu'il y a des tragédies qui arrivent. Alors oui, il faut rester à penser à la beauté et essayer de
de garder ça, non, pour pouvoir améliorer le tout. Entre l'inspiration que tu as eue pour la Biennale et ce que tu as réalisé pour la Maison d'Amérique latine, le flot de l'immigration s'est totalement tari. Pour toi, alors je ne te demande pas comme artiste, mais comme personne, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir qu'effectivement, cette jungle, maintenant, n'est plus le théâtre de ce qui a poussé ta création? Est-ce qu'en fin de compte, tu es, je veux dire, comme citoyenne du monde, heureuse que Pont del Darién soit redevenu une taponne? Ou est-ce que tu te dis que quelque part, il y avait pour tous ces gens qui sont passés par la jungle, qui sont passés par des jours si horribles, si tragiques, c'était quand même quelque part une forme de chemin de liberté? Non, je suis content de savoir que la jungle reste maintenant toute seule. Et je crois que c'est mieux que pour les gens qui cherchaient la liberté. En fait, aller chercher la liberté aux États-Unis, c'était pas vraiment le meilleur. Oui, il y a la question où est-ce qu'ils vont aller maintenant. J'ai essayé de parler avec quelques personnes, comme il y en avait pratiquement pas du tout quand on est allé. Alors, à Panama, il y a des endroits où des réfugiés qui passent et maintenant sortent des camps, des foyers. C'était surtout des gens qui revenaient, qui repassaient, qui allaient retourner chez eux. J'ai été très frappé par un reportage demandé à Panama parce que maintenant ils reviennent et on les renvoie. Alors ils prennent le bateau pour aller directement à travers. Ils ne traversent plus la jungle, ils vont à travers un bateau, ils vont à la côte de Colombie et de là ils partent ou à l'Équateur ou à Venezuela. Mais ça, même les Vénézuéliens sont en train de retourner chez eux. Alors là, le reporter lui demande et comment tu te sens? Est-ce que tu te sens abattu que tu es en train de retourner chez toi? Et le jeune homme lui dit abattu? Pas du tout. Je dois remercier Trump parce que maintenant je me rends compte que ce qui est le plus fort pour moi, c'est ma famille. Et je vais retourner chez moi et je vais retourner à la famille. Il y a peut-être un petit espoir de retourner, d'essayer d'améliorer les choses. Ce qui est dommage, et ça, Sandrine et moi, on l'a vu beaucoup, on pense surtout maintenant à la pollution qui reste dans tout. Ça va être le drame écologique, effectivement. On a un ministre de l'Environnement qui a pris le taureau par les cornes. Ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas, il faut le dire, même si on n'est pas là pour faire de la politique. Mais le travail est énorme. C'est vraiment énorme. On a descendu une rivière qui s'appelle le Rio Turquesa, qui va à Barro Chiquito, le village qu'on aperçoit dans les images, là, qui est complètement déserté maintenant. Et c'est jonché de déchets, de tentes, de matelas, de survie, etc. Mais même quand on y est allé, ça faisait déjà 6 mois. Il faut dire qu'on est passé donc d'un demi-million en 2023 à 300 000 en 2024, à 3 000 cette année. Donc effectivement, c'est drastique la diminution. Mais oui, là, on le voit un petit peu, mais c'est énorme. Enfin, il y en a sur... Et c'est comme ça dans 3 ou 4 rivières, dans les plus grandes rivières du Panama. Et nous, on ne voyait que la surface. On ne voyait pas ce qu'il y avait sous l'eau. Et dans la jungle aussi, alors c'est vrai que c'est devenu des routes, c'est des tronçons de boue où tout est embourbé. Beaucoup de déchets, de plastique... de restes humains aussi, parce qu'il y a énormément de morts quand même pendant toutes ces années. Donc il y a un gros travail de nettoyage, mais il y en a pour des années et des années. Donc sans aide, je pense que ça va être très difficile. Surtout qu'au Panama, le sujet des déchets, le traitement des déchets, il est minime, on va dire. C'est un gros thème.